bonsoir et bienvenue dans votre édition Toute Région. Demain matin, les Guadeloupéens vont se réveiller confinés avec un couvre-feu avancé. En Guadeloupe, durant 3 semaines au moins, les déplacements sont réduits à 10 km en journée, puis interdits de 20 h à 5 h du matin. Plusieurs mesures ont ainsi été prises pour enrayer la propagation du coronavirus. 10 fois plus de cas de Covid ont été recensés en 20 jours sur l'île. Les habitants sont dépités. Ça m'embête parce que être confiné pendant les vacances, c'est pas la panacée. Une lassitude, une grosse fatigue mentale par rapport à ça. Et la perte peu à peu de l'espoir que ça redevienne quand même comme avant. Covid toujours. L'assurance maladie revoit ses calculs. Elle a baissé la rémunération pour la réalisation des tests antigéniques, jugés trop élevés. Une diminution de 15 à 30% selon les catégories de professionnels. Certains pharmaciens déplorent ces nouveaux tarifs, comme ici en Provence-Alpes-Côte d'Azur, ou dans les départements des Alpes-Maritimes et du Var, 150 000 tests ont été effectués au total la semaine dernière. En cette période de vacances, certains plongent dans l'eau, d'autres dans leur cahier. Nous vous proposons un cours d'algèbre donné aux vacanciers de Saint-Jean-de-Luz en Nouvelle-Aquitaine. 3x moins 2x, il va rester 1x, c'est ça. Un cours de maths début août quand les copains sont à la plage, cela ne semble pas forcément drôle, mais l'idée est de s'améliorer avant la rentrée. Si les lycéens viennent de leur plein gré, ça n'est pas toujours le cas pour les collégiens. On m'a forcé à y aller. On t'a attaché ? Non, quand même pas. C'est ma mère et ma tati qui m'a dit que ce serait bien d'y aller et moi j'aime bien les cours, du coup je voulais y aller. Dans un grand groupe, il y a tout le monde qui lève le doigt et moi je suis presque jamais interrogée, donc moi je trouve que c'est mieux un petit groupe. C'est pour l'année prochaine, pour que je me sente mieux, pour que j'arrive plus en cours à réussir. À cause de la crise sanitaire liée à la Covid, le confinement a entraîné de l'enseignement en distanciel et quelques-uns ont décroché. Passé au cas par cas comme ça, on s'aperçoit que beaucoup d'élèves ont eu de grosses difficultés, ils ont accumulé des lacunes, ils ont eu des difficultés de rythme de travail et d'approfondissement des notions. Une trentaine d'élèves, de la 6e à la terminale, provenant de tous les établissements de Saint-Jean-de-Luz, peuvent ainsi rattraper un peu de retard. Ils n'ont pas de travail à faire à la maison, ils ne sont pas notés, c'est beaucoup plus libre. Et finalement, il y a une stimulation qui se fait peut-être plus facilement que durant un vrai cours. Jusqu'au 20 août, on renoue ici avec l'esprit collégial où chacun s'entraide. Les enseignants sont rémunérés par la mairie. Pour les élèves, c'est 45 € la semaine. Ce sera l'un des plus gros satellites jamais conçus. Réservé à la télécommunication, il va fournir de l'Internet haut débit en Europe et surtout dans les zones non desservies. Son module d'1,7 tonne a été fabriqué à Toulouse. Il est maintenant en route pour être assemblé à Cannes. C'est l'un des projets les plus ambitieux de l'histoire de l'industrie des télécommunications. Réalisé par la société Thales Alenia Space, le satellite Connect VHTS deviendra à son lancement le plus puissant satellite de télécom jamais mis en orbite. À Toulouse, c'est toute la partie charge utile du satellite qui a été assemblée. Donc c'est un répéteur qui est couplé à des antennes dans lequel on a à peu près 1 millier d'équipements revenant de toutes les entités de Thales Alenia Space en Europe, que ce soit en Belgique, en France, en Italie, en Espagne, en Angleterre, et que nous assemblons ici à Toulouse, que nous testons à Toulouse, donc toute la partie télécommunication. Commandé par la société Eutelsat, le satellite, d'un coût de plusieurs centaines de millions d'euros, couvrira toute l'Europe et permettra de relier 1,5 million de foyers à l'Internet très haut débit. Le nombre d'utilisateurs potentiellement concernés est de plusieurs millions, voire même au-delà. Et ça concerne principalement les personnes qui se situent dans les zones blanches aujourd'hui en Europe. Et le satellite Eutelsat Connect VHTS permettra d'apporter une solution qui permettra d'obtenir des débits et une qualité de service équivalent à la fibre optique. Une fois finalisée, cette partie du satellite sera livrée à Cannes, où l'ensemble de l'appareil doit être assemblé. Un défi logistique titanesque, au vu des dimensions du convoi, 30 mètres de long pour 72 tonnes.
Ça a nécessité également donc, un repérage de bout en bout donc, de l'itinéraire depuis Toulouse jusqu'à Cannes, avec parfois certains aménagements de voirie, et en particulier je pense donc au péage d'Aix-en-Provence ainsi que de Capitou-Fréjus, qui nécessite un démontage lors du passage du convoi au niveau du péage pour qu'il puisse passer, et ensuite donc un remontage une fois qu'il sera passé. Parti lundi soir pour un périple de plus de 500 km, le convoi mettra 4 nuits pour rallier la Côte d'Azur. Pourra alors débuter la phase finale de la réalisation du satellite qui sera livré début 2022. Les acrobaties des tigres, zèbres et autres bêtes sauvages, ils n'en veulent pas. Des membres de l'association Paris Animaux-Zoopolis ont manifesté contre la présence de ces animaux hier devant le Cirque Europa à Argenteuil, où un spectacle se tient jusqu'au 15 août dans le parc des Berges. À l'entrée du parc des Berges, des militants pour la cause animale martèlent leur slogan. Ni cage, ni enclos, justice pour les animaux. Dans leur collimateur, un cirque familial itinérant qui présente un spectacle avec une trentaine d'animaux sauvages. Dans les cirques, en fait, les animaux s'ennuient profondément. Ils sont dans un état d'anxiété chronique parce qu'ils ne peuvent pas répondre à leurs besoins. Ils peuvent être autant sur des aires d'autoroute que sur des parkings, que là dans un parc. Donc ils n'ont pas d'environnement stable. Et ça a pour conséquence qu'ils s'ennuient profondément et qu'ils ont des troubles du comportement. Un rassemblement qui interpelle et divise les passants. Je pense pas qu'ils les maltraitent. Le cirque, je pense pas. Les éleveurs, en général, ils sont amoureux de leurs animaux. En fait, les animaux sont parqués, sont honteux. Ils sont en souffrance, quoi. Des tigres tournant continuellement en rond dans leur cage. La scène est frappante. Pour en savoir plus, nous avons tenté d'interroger face caméra un des responsables du cirque. Devant son refus, nous avons recueilli discrètement ses propos. On a des lois à respecter. Le nombre de surface des animaux, le nombre de cages, ce qu'il faut pour avoir des animaux. C'est pour ça que quand ils viennent, les services vétérinaires, ils nous contrôlent. Et voilà. Donc tout est en règle. D'après lui, sans animaux sauvages sur scène, c'est son activité tout entière qui s'écroulerait. Demandez aux gens pourquoi vous venez au cirque. Ils vont vous dire on va voir les animaux. Vous croyez que c'est donné à tout le monde d'aller au zoo à Beauval ou à Vincennes? Vous savez le prix de la place? Ça coûte 25 € pour un enfant et 30 € pour un adulte. Donc là, ils viennent au cirque, ça coûte 10 €. Devant l'entrée du chapiteau, une file d'attente, avec des enfants impatients de découvrir les numéros de dressage et de domptage. Surtout les tigres qui vont manger tout cru. J'adore les animaux. Elle adore les animaux, donc c'est plus pour elle que je l'emmène. D'après la mairie d'Argenteuil, ce cirque ne devait pas accueillir d'animaux sauvages. Mais une fois installé, il était difficile de tout annuler et de priver les habitants de cette animation estivale. En Corse, l'attrait des canyons de Bavella est-il un danger? Pour le site lui-même et pour ses visiteurs. Certains professionnels dénoncent une surfréquentation problématique. Ces sentiers des sites de Bavella, des centaines de personnes les arpentent chaque jour de la saison estivale. Et les touristes sont si nombreux que les risques liés à la surfréquentation inquiètent les professionnels des activités en pleine nature. La surfréquentation ne peut pas rester en l'état. Ça veut dire qu'on est obligé d'y mettre des quotas, on est obligé de réguler les flux. Parce qu'il en y va de notre patrimoine, il en y va du fait que c'est des endroits qui deviennent ouverts à tout le monde et à un moment donné qui ne sont plus prisés. Et dans quelques temps, on va se retrouver avec ces endroits qui n'ont plus aucun attrait. Selon la communauté des communes de l'Alta Rocca, ce sont environ 1000 personnes qui fréquentent les canyons quotidiennement. Outre la surfréquentation et le manque d'infrastructures permettant d'accueillir du public sur ces sites, le président du syndicat des activités de pleine nature dénonce aussi le manque de retombées économiques pour la profession. Quand vous voyez la fréquentation du GR20 qui est en hausse constante, c'est très bien. Mais les retombées économiques, elles se font où? Simplement sur les bateaux et sur les avions. Aujourd'hui, l'ensemble des professionnels ne travaillent pas sur le GR20. 95% des gens qui arpentent le GR20 ne sont pas encadrés. 95% des gens qui arpentent la Pourcarache ne sont pas encadrés. À ce compte-là, je veux dire, il vaut mieux qu'on stoppe les choses. Se pose aussi le problème de la sécurité. Les sapeurs-pompiers sont souvent sollicités durant la période estivale. On est pratiquement sur le pic d'activité. On a une hyperfréquentation des différents massifs sur la Corse. Et à partir de là, l'accidentologie, elle aussi, monte en flèche. À titre d'exemple, sur le versant sapeurs-pompiers, on a fait 60 secours du 1er juin à ce jour.
ce qui est relativement important. La communauté de communes de l'Alta Rocca réalise des comptages depuis l'an dernier, afin d'élaborer un schéma de fréquentation du massif de Bâwil. Il faut avoir du souffle pour la gonfler, mais après, la bouée s'attache à la taille, elle flotte derrière le nageur sans entraver ses mouvements. Sur cette plage de Loire-Atlantique, les maîtres nageurs sauveteurs en mettent une dizaine à la disposition des baigneurs. En effet, ça maintient bien et ça permet de se sentir plus sécurisé si on veut sortir un peu plus loin. Ouais. D'ordinaire utilisée à l'entraînement par les nageurs en eau libre, la bouée permet d'attendre les secours en cas de difficulté. Donc celle-ci est munie d'un sifflet qui permettra en cas de problématique de pouvoir déjà s'appuyer dessus puisqu'il s'agit d'un point dur sur l'eau, puisque c'est flottable, et bien sûr d'alerter autour de soi que nous rencontrons une problématique en utilisant le sifflet. Le dispositif est expérimenté sur une centaine de plages et lacs. Cet été, 130 personnes ont déjà péri par noyade. Une bonne soupe de poisson, ça se mérite. De l'hameçon à l'assiette, leçon de pêche dans les Bouches-du-Rhône, avant de déguster la spécialité marseillaise. La pêche à la ligne. Longtemps considérée comme un sport ringard. Mais moi, j'ai pas une touche, quoi. C'est aujourd'hui une activité très à la mode. Nous avons rendez-vous avec Jérôme. Ça en a aussi ? Guide de pêche. Bien, moins de 2 pour toi. Et ses nombreux élèves. Ce matin-là, sur le parking du Yacht Club de la Pointe-Rouge, à Marseille, parents et grands-parents se pressent. Je connais ton agence. Coucou. Ils déposent leurs petits pour la journée. Ça va ? Bonjour Jérôme. En forme. Bonjour. C'est normal, hein, ça fait partie du patrimoine et de la tradition. Ah, tu peux y aller. Ici, ce n'est pas une école comme les autres. Car les cannes à pêche remplacent les livres et les crayons. Alors là, on va dans la rade de Marseille, devant les plages du Prado, avec ma petite équipe de 8 enfants, de 8 à 14 ans. Et c'est des petits pêcheurs. Depuis 4 ans, Jérôme est guide de pêche. Un sport qui plaît même aux enfants. D'ailleurs, les cours sont complets. Plus une place de tout l'été. À vos cannes, on tient les plombs, on fait attention aux hameçons, ok? Vous avez mis les appâts? Voilà. C'est dans ce club, il y a 30 ans, Ah ben ça pêche. que Jérôme a lui-même appris ce sport, désuet à l'époque. C'est des anciens du club qui m'ont mené sur leur bateau pour m'apprendre les techniques de pêche et faire des petits concours avec le club. Donc moi j'ai fait une formation dans le domaine de la pêche de plaisance et du coup j'ai recontacté mon ancien club de cœur pour essayer de venir travailler avec eux. Oh, Vivienne. Oh. Non, c'est un beau yeux ça. Alors le beau yeux il n'a pas la taille, on va mesurer quand même. La philosophie de ces leçons, le plaisir et la connaissance. Sur de la queue, il fait 14, donc du coup on va le remettre à l'eau. Mais aussi Gérer le mal. Encore une? la protection de l'environnement. Elle est comme ça, la nouvelle tendance de la pêche. Donc ça c'est une belle girelle mâle. On la reconnaît par rapport à ses couleurs. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va conserver les girelles mâles et remettre les femelles à l'eau en espérant qu'elles se reproduisent pour l'année prochaine. Donc on sensibilise les enfants comme ça aussi. Voilà, c'est une autre approche de la pêche. Alors on le remet à l'eau? Ouais. Ah ben lui il a la taille. Hein. Allez, à la soupe. Rendez-vous autour d'une table pour déguster la soupe de poisson. Avec modération, la soupe de poisson se marie bien avec du vin. Justement, cet été, dans les Pays de la Loire, le prestigieux château de Parnay vous ouvre ses vignobles et c'est une première pour le site historique. Il vous accueille de nuit. Visite au flambeau jusqu'au clos d'entre les murs, une parcelle unique au monde. Des lueurs dans la nuit. Entre les ceps de vigne, ces touristes cheminent en grappe à la découverte d'un vin d'exception du Saumurois. Le château de Parnay dévoile ses secrets. C'est un moment un peu à part.
Il y a vraiment à partager. À la nuit tombée, ces privilégiés pénètrent dans le sein des saints du domaine. Le clos d'entre les murs, une parcelle d'1 demi-hectare unique au monde. Les ceps de vigne sont plantés entre les 11 murs de tuffeau. Donc jusque en bas, les racines vont chercher les bienfaits du sol argilo-calcaire pour ensuite passer de l'autre côté par le biais d'un trou où la liane pousse sur la face sud au soleil. Créée il y a 130 ans, la parcelle classée aux monuments historiques offre un nectar d'exception, élevé 3 ans en fût de chêne pour un millésime de seulement 1600 bouteilles numérotées. De quoi combler ses visiteurs. Et puis à la vôtre. Merci. J'aime déjà beaucoup sa couleur, elle sentir. Il y a quelque chose de délicat, doux. Moi, c'est les premiers mots qui me viennent. Voilà. De passer des moments comme ça, c'est vraiment romantique, premièrement. Et puis c'est juste parfait pour connaître la région. Dans la roche du château de Parnay sont creusées ces caves troglodytiques où se trouve le chai historique de l'ancien propriétaire Antoine Cristal. Au XIXe siècle, cet ami de Georges Clemenceau révolutionne la culture de la vigne. Georges Clemenceau lui a permis d'avoir une notoriété et de commencer à avoir toutes les cuvées sur les grandes tables parisiennes. Toute l'équipe du château de Parnay voulait avoir une idée originale et traditionnelle à la fois avec le flambeau. Et ça nous permet de retracer et de voir et de sentir et de s'imprégner du personnage d'Antoine Cristal au château de Parnay. Le château de Parnay voit l'avenir en grand. Son propriétaire veut développer un complexe no-touristique avec hôtel de luxe et restaurant gastronomique. Ouverture espérée à la fin 2024.